Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2020 et aujourd'hui mon petit billet va s'intituler Le moment de vérité pour les républicains. Alors je vous parle rarement de mes motivations générales pour parler de Trump. Euh, la première, c'est que quand j'ai vu apparaître ce monsieur à l'horizon où où il se présenterait peut-être pour devenir le président des États-Unis et qu'il y avait une chance qu'il réussisse, j'ai voulu vous en parler tout de suite parce que le bonhomme, je savais déjà qui c'était, mais je savais que c'était un type extrêmement dangereux et l'idée de le voir aux manettes de la plus grande puissance économique encore mondiale des États-Unis me paraissait extrêmement dangereux. Donc j'ai voulu vous en parler tout de suite. Aussi, je me suis dit, voilà, ça c'est un événement, et je vous l'ai dit il y a très très longtemps, en 2015 ou en 2016, je l'ai probablement dit au moment où il est passé, où il a été nommé président, quoi qu'il arrive, d'ores et déjà, la présence de Trump à la tête des États-Unis sera l'un des trois événements majeurs du XXIe siècle, alors qu'on n'a encore tout à fait qu'à son début. Et ma troisième motivation, j'en ai parlé sur un mode un petit peu humoristique l'autre jour, c'est le fait que je suis passionné par les mystères, je suis passionné par les choses à découvrir dont on dit que voilà que ça reste mystérieux, ou bien, comme dans le cas de la crise des subprimes, par une certaine capacité que j'ai à relier des pointillés voilà, à l'intérieur de paysages extrêmement complexes et où la plupart des gens, à part Monsieur Nouriel Roubini comme moi, n'ont pas relié les pointillés qui allaient d'endroits extrêmement différents, comme le prêt à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent aux États-Unis, à la constitution de titres à partir de ces prêts subprimes et de la possibilité pour ces titres de faire s'effondrer la finance mondiale. Je n'ai pas l'habitude de lire des trucs quand je fais la vidéo, ou bien j'écris, ou bien je fais une vidéo, mais je voudrais quand même vous rappeler quelques petites choses que j'ai écrites récemment. Voilà. Le 4 décembre, je fais un petit billet où je dis l'histoire c'est un machin statique où il ne se passe jamais rien. À quoi est-ce que je réagis en faisant ce petit billet? Au fait que M. Trump, président des États-Unis, a été impeached au niveau du Congrès, c'est-à-dire au niveau de la partie du Congrès qui est la Chambre des députés, et que tous les journaux voilà, internationalement mettent en une, mais ils ne risquent rien parce que le Sénat a une majorité républicaine et donc tous les sénateurs républicains voteront contre le fait de son impeachment, sa destitution, et donc il ne se passera rien du tout. Et moi j'ai écrit ceci ce jour-là. En lisant la presse à propos de l'impeachment des États-Unis, la plupart des journaux vous disent que Trump ne sera pas destitué parce qu'il y a une majorité républicaine au Sénat. Point barre. Comme si en particulier lui-même ne créait pas un nouveau motif d'impeachment chaque jour que Dieu fait. Et plus récemment, ça c'est une vidéo que je vous fais, c'est le 31 décembre à Saint-Sylvestre, le point sur les États-Unis. Et là, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Et je dis on attend. Le temps joue pour les démocrates. D'abord parce qu'il continue à y avoir, au niveau des cours locales, des procès qui ont lieu, où sont impliqués en particulier M. Giuliani, avocat maintenant de M. Trump, ancien maire de New York, chef de la seconde équipe en Ukraine, qui parasitait celle des ambassadeurs, du consulat, du corps diplomatique classique, et M. Giuliani est probablement payé par de l'argent qui vient d'oligarques, soit ukrainiens, soit russes, et un certain monsieur Lev Parnas, qui va passer en procès, va pouvoir expliquer d'où vient exactement l'argent de monsieur Giuliani pour défendre monsieur Trump. Il y a encore des tas de choses qui peuvent apparaître au niveau des tribunaux locaux, et aussi il y a le fait que monsieur Trump est une personne qui a cette disposition toute particulière à péter les plombs. Alors pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'on nous dit tout de suite il ne va rien se passer, que je vous dis moi, oui mais avec tous les gens qui sont poursuivis un peu partout dans l'entourage de M. Trump, qu'est-ce que c'est que cette histoire sans parler même de sa capacité à lui d'aggraver les choses, comme en particulier l'assassinat de ce général iranien. Et qu'est-ce qu'on a appris hier? On a obtenu
une quantité de documents liés à ce procès de M. Lev Parnas, qui est donc un immigré ukrainien devenu citoyen américain, dont M. Giuliani a dit à une époque qu'il il faisait partie de son équipe, alors que nous avons des preuves maintenant que, en fait, c'est M. Lev Parnas qui obtenait des fonds d'Ukraine ou de Russie pour financer M. Giuliani. Et ce monsieur Lev Parnas, avec un autre monsieur appelé Fruman, ont été arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à quitter les États-Unis avec un billet aller simple pour, je ne sais plus si c'était pour Moscou ou pour Kiev. Et ce monsieur Lev Parnas, très rapidement, s'est mis à table, comme on dit. Il a dit qu'il allait coopérer. Il a commencé par avoir un avocat qui était un avocat de monsieur Trump, monsieur Dow. Et puis il a changé d'attitude. Il a dit voilà, il a dit je vais coopérer, je dirai tout ce qu'on me demande. Et ce qui est apparu hier, c'est une série, c'est une trove, comme on dit, un trésor de documents appartenant à ce monsieur Lev Parnas, dont on savait jusqu'ici essentiellement qu'il était quelqu'un qui travaillait dans l'orbite de monsieur Giuliani étant l'avocat de monsieur Trump. Et là, on découvre, hier soir, on découvre la première chose, c'est que les démocrates ont bien caché leur jeu, parce qu'ils doivent savoir depuis un moment qu'ils ont ces documents à leur disponibilité. Il a fallu que une organisation pour la transparence en politique exige qu'on rende disponibles ces documents. Mais la justice devait savoir depuis un certain temps que M. Lev Parnas avait ces documents qui ont été montrés hier. Et qu'est-ce qui apparaît de cela? C'est que ce M. Lev Parnas, il fait partie de l'équipe locale en Ukraine. Il n'est pas nécessairement là, mais il est l'intermédiaire entre M. Giuliani et des gens qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train... Ça, on le savait déjà. Ils sont en train de conspirer pour qu'on puisse éliminer Madame Masha Yovanovitch, Marie ou Masha Yovanovitch, qui est l'ambassadeur officiel des États-Unis en Ukraine. Et ça, on savait que cette équipe parallèle essayait de la faire disparaître. Pourquoi? Parce que c'est une croisée contre la corruption, quelqu'un que les milieux corrompus d'Ukraine détestaient tout particulièrement. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la documentation qu'on a aujourd'hui? C'est une ligne directe, ininterrompue, entre M. Parnas, qui dirige des gens sur le terrain, et M. Trump. Ça passe en particulier par M. Dowd, qui est donc l'avocat de M. Parnas. Ce M. Dowd correspond avec M. Jay Sekulow, qui est l'avocat officiel à la Maison-Blanche de M. Trump, et M. Jay Sekulow fait savoir qu'il agit sur les ordres du patron. Donc il y a des ordres qui viennent de manière directe, par des intermédiaires, mais je veux dire, c'est pas des ouï-dire, c'est pas des rumeurs. Il y a des ordres qui viennent tout droit de Monsieur Trump en vue de l'élimination de Madame Yovanovitch sur le terrain en Ukraine. Ambassadeur officiel de l'Ukraine. Et alors, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on savait que ces gens conspiraient pour la faire qu'on la rappelle à New York ou à Washington. Et on savait aussi qu'elle a été mise dans un avion un jour parce qu'on lui a dit votre vie est en danger, il faut que vous partiez immédiatement. Et donc elle a eu juste le temps de prendre sa valise et de monter dans l'avion parce qu'elle était menacée. Et hier soir, on a eu des informations supplémentaires d'où venaient ces menaces. Et ces menaces venaient de cette ligne directe qui descend de la Maison-Blanche jusqu'à M. Parnas et de M. Parnas à des gens sur le terrain. Et en particulier, on voit ce sont des messages qui étaient cryptés, qui ont été décryptés, mais qui font partie du dossier. Et on voit dans ces documents, une correspondance par mail entre M. Parnas et un monsieur qui est sur le terrain, et qui s'appelle Robert Hyde, et qui est en ce moment candidat pour devenir député
du Parti républicain, bien entendu, sur le terrain, je crois que c'est au Kentucky. Et qu'est-ce que ces conversations montrent? La chose suivante, Monsieur Hyde dit, elle est entrée dans l'appartement, elle est en train d'en ressortir, elle a fermé son ordinateur, elle a fermé son téléphone, etc. Et le dialogue s'engage alors de la manière suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il s'adresse à Lev Parnas. Et la conversation, c'est la suivante. En Ukraine, ben, évidemment, si on met l'argent, on peut faire ce qu'on veut à ce moment-là, au moment où on veut. Et il est très, très clairement fait allusion entre M. Parnas et ce M. Robert Hyde de la possibilité de prendre quelqu'un, de s'adresser à des personnes. Il est fait allusion à des personnes qui attendent des instructions. Ces personnes auxquelles il serait demandé de se débarrasser de Mme Yovanovitch. Se débarrasser d'une manière, comment dire, amicale ou non amicale, cela n'est pas dit, c'est laissé à notre imagination. Et donc, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai cité mes propres machins en disant au moment de l'impeachment, écoutez, ne dites pas que c'est réglé parce que les sénateurs, etc., il va encore passer plein de choses qui viendront soit de Trump lui-même, soit de ce qu'on va apprendre des tribunaux qui sont en train de travailler sur un certain nombre de dossiers. Et qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, bien entendu. On n'a pas encore, ça devrait être cet après-midi pour nous que les 2 articles d'impeachment seraient transmis. Mais on a appris aussi ces jours derniers que la commission qui a produit ces 2 articles d'impeachment continue de travailler et continue de voir s'il y a des choses à ajouter au dossier et qu'en particulier les documents auxquels je viens de vous faire allusion, ces documents feront partie des pièces qui seront transmises au Sénat au moment du procès en destitution. Et donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Les 2 articles ont été passés. On continue à travailler sur le terrain pour étoffer le dossier et on envoie au Sénat à l'intention des sénateurs républicains un dossier qui est de plus en plus compromettant et où, vous savez, la ligne de défense, j'en ai parlé souvent, du Parti républicain, oui mais tout ça repose sur des ouï-dire, tout ça repose sur des rumeurs, il n'y a encore rien de sérieux. Ici, il y a on peut les voir, moi je les ai vus à la télévision, mais on les montre un peu partout. Il y a des mails qui sont signés Jay Sekulow, qui est l'avocat direct de monsieur Trump. Il y a monsieur Giuliani qui dit j'en ai parlé au numéro 1, etc. Plus besoin de relier des pointillés. C'est en trait épais maintenant la ligne qui va de Trump à Sekulow, de Sekulow qui va à Dowd, de Dowd qui va à Lev Parnas sur le terrain, et qui, lui, est en train de comploter avec des gens, y compris des Américains, comme ce monsieur Robert Hyde, qui sont en train d'organiser l'élimination, d'une manière ou d'une autre, de l'ambassadeur officiel des États-Unis en Ukraine. Cette histoire est tellement rocambolesque qu'il est difficile même de l'imaginer. Une toute petite note pour terminer. J'ai lu maintenant, je vous avais dit que j'allais le faire, j'ai lu maintenant le rapport Horowitz qui avait été lancé pour savoir si le FBI n'avait pas fait son métier quand il avait lancé une enquête sur monsieur Trump. Le rapport disait de manière tout à fait sans équivoque qu'il y avait effectivement sufficient grounds, qu'il y avait assez d'éléments pour effectivement lancer cette enquête. Il y a eu des incorrections, il y a eu on a poussé un peu, il y a eu de fausses signatures pour essayer d'incriminer en particulier un monsieur Carter Carter Page, qui en fait travaillait par ailleurs, et on ne savait pas, enfin c'était pas su de tout le monde en tout cas, qui travaillait en collaboration par ailleurs avec la CIA. Mais ce qui apparaît surtout de ce rapport, et là on cite monsieur Steele et son fameux dossier, on le cite à peu près à toutes les pages des 433 pages de ce dossier, et rien n'est dit
moi, je n'ai absolument rien vu. Je vais peut-être sauter une page. Je n'ai rien vu qui laisse entendre qu'il y ait des erreurs dans ce fameux dossier Steele. Je vous ai dit que j'allais chercher en particulier le passage où il était sous-entendu que M. Steele avait une relation antérieure avec quelqu'un de la famille Trump préalablement à toute cette commotion, et où aussitôt le lendemain, j'en ai longuement parlé de ça, la chaîne ABC avait dit qu'il s'agissait de Madame Ivanka Trump, la propre fille du président. Et ce que la presse n'avait pas rapporté dans tous ces résumés, et que j'ai trouvé là dans la note où il est question de ça, où il n'est pas dit Madame Ivanka Trump, on parle d'un proche de Monsieur Trump. Mais ce qui est ajouté, ça c'est une chose très intéressante, c'est que M. Steele il aurait dit au FBI, enfin c'est ce que eux notent dans leur rapport, qu'il a bien insisté qu'à son avis, la personne en question avec laquelle il avait une relation qu'il appelait d'ordre personnel, qu'elle n'a pas été impliquée dans toutes ces magouilles. Voilà, c'était une petite gentillesse, ce qu'il a adressé à son ancienne copine, pour le jour où on découvrirait qui elle est. Voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, à bientôt.